Donc bonjour, merci à tous de votre participation. Je m'appelle Florence Picard, je suis actuaire certifiée, je suis membre du Haut Conseil de l'Institut des actuaires et je suis administratrice d'une société d'assurance et membre d'un comité d'audit. Et je vous dis ça aujourd'hui parce que le sujet me concerne particulièrement, puisque nous allons parler du cadre de résilience opérationnelle face aux risques cyber dans les entreprises d'assurance. C'est un cadre réglementaire qui a beaucoup bougé avec les orientations de l'EIOPA et les notices de la CPR et qui va bouger encore avec, en tout cas, cela s'annonce, avec une prochaine loi qui est la loi DORA. Donc, pour éclairer le sujet, nous avons la chance que la CPR, en la personne de Olivier Meillan, vienne nous parler des orientations de l'EIOPA. Et juste après son intervention, nous laisserons place à quelques questions. Donc, vous êtes invités tout au long de son exposé à poser vos questions dans le chat. Ensuite, interviendront Hélène Dufour et Brigitte Dubu, deux très spécialistes de la question, Brigitte étant elle-même administratrice et présidente de comité d'audit. Et elles présenteront la prochaine loi DORA, elles souligneront ce qu'elle apporte, les différences par rapport à la réglementation existante, notamment les sanctions, et nous laisserons place à ce moment-là aux questions. Donc le thème du jour, il concerne tous les acteurs, pas seulement les administrateurs. Bien sûr, ceux qui sont en charge du comité des risques, des sociétés d'assurance, mais aussi tous les autres acteurs là où ils sont, parce qu'ils auront à contribuer au travail, à l'identification et à la quantification du risque, là où ils sont, au plus près du métier, dans toute la chaîne de valeur. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, le processus est déjà très bien amorcé. Donc, je passe la parole à Olivier Meillan, à CPR, en leur remerciant infiniment de venir nous éclairer sur ce sujet tout à fait passionnant et très, très important pour la pérennité, la solvabilité et la résilience des sociétés d'assurance. Merci, Olivier. Merci Florence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très, très content de pouvoir vous participer donc à votre séminaire pour vous présenter donc les orientations d'EIOPA sur la sécurité et la gouvernance des technologies de l'information et de la communication. Donc, voilà, j'ai préparé une petite présentation là que je vais vous partager tout de suite. Juste un instant, elle va s'afficher. Voilà, est-ce que vous la voyez bien? Oui, on la voit très bien. Parfait. Voilà, donc en introduction, très brièvement, donc vous savez qu'effectivement le risque informatique a pris une place croissante dans les travaux internationaux, en lien bien sûr avec l'importance qu'il prend pour l'ensemble des acteurs économiques au sens large et des institutions financières en particulier. Donc sur cette première diapositive, voilà, schématiquement présenté, alors à gauche, côté français, les différentes autorités qui sont concernées par la cybersécurité dans le secteur financier, donc avec bien sûr le ministère de l'économie et la direction générale du Trésor pour les aspects du cadre réglementaire français et transposition des directives européennes. L'ANSSI, bien sûr, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information pour ce qui est des conseils, des orientations, ainsi que la notification des incidents concernant notamment les grands acteurs économiques. Et puis les superviseurs nationaux des institutions
financières, donc que ce soit la Banque de France et la CPR pour les banques et les assurances, ou l'autorité des marchés financiers pour les établissements financiers. À droite, vous voyez donc l'équivalent au niveau européen, bien sûr la Commission européenne, l'Agence cyber européenne, les autorités européennes de supervision, et puis bien sûr la Banque centrale européenne, le SSM et le SRB pour donc également la supervision du risque cyber, risque systémique, notamment pour les banques. Alors un petit point d'abord sur le calendrier de ces orientations. Elles ont été publiées par EIOPA fin 2020, donc en octobre 2020. Ce sont donc des orientations sur la sécurité et la gouvernance des technologies de l'information et de la communication. La version française a été publiée en avril 2021, donc elle est disponible. Et à l'été 2021, la CPR a publié elle-même 2 notices sur ce thème pour le secteur des assurances et les institutions de retraite professionnelles. Donc la notice vise à expliquer les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues par le Code des assurances et le règlement délégué. Donc il s'agit de la directive Solvabilité 2 essentiellement, concernant la gestion du risque informatique. Donc cette notice ne vise pas bien sûr à créer des obligations réglementaires supplémentaires, mais permet de connaître donc les éléments que la CPR peut être amenée à évaluer et les bonnes pratiques qu'elle souhaite promouvoir. Il y a bien sûr des orientations équivalentes pour le secteur bancaire, donc des orientations européennes, un arrêté de 2021, donc précisant notamment les nouvelles dispositions en matière de contrôle interne du risque informatique. Bien sûr, pour notre présentation, je me limiterai aux organismes d'assurance. Alors, il y a 25 orientations que je vais passer successivement en revue, en précisant, en résumant un petit peu pour chacune d'entre elles les principaux points. Donc, tout d'abord, au niveau du champ d'application, donc cette notice et ces dispositions donc s'appliquent à l'ensemble des assureurs, quelle que soit leur taille. Donc, il n'y a pas de dérogation possible à ces dispositions concernant la cybersécurité pour les organismes de petite taille, mais seulement une prise en compte proportionnée dans leur mise en œuvre. La raison en est simple, c'est qu'en matière de sécurité informatique, la petite taille ne protège pas contre les attaques informatiques, donc voire peut-être dans certains cas euh, des entreprises qui n'auraient pas beaucoup heu, qui n'auraient pas beaucoup travaillé sur leur sécurité informatique pourraient être plus la cible d'attaque de la part de groupes criminels ou tout simplement victimes d'incidents informatiques que les grandes entreprises. Donc, le premier point, vise effectivement à rappeler que toutes les entreprises, y compris celles de petite taille, sont concernées euh, par cette notice et de manière générale par la réglementation concernant les risques cyber. L'orientation numéro 2, elle, replace la question des TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, dans le cadre du système de gouvernance. Elle rappelle que le conseil d'administration doit veiller à ce que les risques liés aux TIC soient pris en compte au même titre que les autres risques auxquels l'entreprise est exposée dans les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne. Et pour ce faire, l'entreprise doit se doter du personnel compétent et suffisant eu égard aux risques. Donc il s'agit bien d'impliquer les organes de gouvernance et le conseil d'administration dans la gestion des risques cyber. L'orientation 3 concerne la stratégie en matière de TIC.
Donc, comme je le disais, le conseil d'administration doit s'impliquer dans la gestion d'éthique. Il participe donc à la définition de la stratégie TIC qui soutient la stratégie de développement de l'entreprise et appuie sa mise en œuvre au niveau de l'organisation, des évolutions, de la surveillance, de la maîtrise et de la communication. Alors, pour préciser peut-être un petit peu cela, donc la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise repose souvent sur des évolutions de ces systèmes d'information. Et il s'agit de formaliser, dans ce cas, les conditions nécessaires à mettre en place en termes de sécurité de systèmes d'information et de sécurité des systèmes d'information, y compris en tenant compte des prestations essentielles externalisées. Je reviendrai un peu plus tard, plus en détail sur cette question de l'externalisation. Euh, qui vont permettre donc au métier d'atteindre les objectifs assignés par la stratégie générale. Et donc, par construction, la stratégie écrite n'est pas une politique écrite. La seule exigence en matière de politique écrite est portée par l'orientation 6 que nous verrons tout à l'heure, c'est la politique en matière de sécurité SI. Je précise aussi que le schéma directeur informatique ne remplace pas la stratégie écrite, il a vocation à répondre opérationnellement aux objectifs stratégiques définis en amont. L'orientation 4 traite des risques en matière de TIC et de sécurité dans le cadre du système de gestion des risques de l'entreprise. Donc ici, nous attendons à ce que le conseil d'administration définisse sa tolérance face aux risques liés au TIC et mette en place le dispositif de maîtrise du risque et de mesure de son efficacité, formalisé dans un rapport afin de se forger une opinion sur la pertinence et l'efficacité des actions entreprises. Alors, ce rapport doit permettre au conseil d'administration de disposer régulièrement d'une vision synthétique présentant un bilan des actions entreprises en termes de maîtrise des risques SI et sécurité des SI, ainsi que les résultats des contrôles réalisés afin d'apprécier l'efficacité du dispositif. Alors, ce rapport peut correspondre à une production nouvelle, mais qui normalement s'appuie sur des éléments qui existent déjà au niveau de l'entreprise. Les orientations 5 à 7 traitent d'abord de l'audit. Donc, bien sûr, nous rappelons que les risques liés au TIC doivent être pris en compte lors de l'élaboration du plan pluriannuel d'audit. La fréquence et les thèmes des audits sur les TIC doivent tenir compte de la nature et du niveau des risques portés par les systèmes d'information. Et nous rappelons également que le profil des auditeurs, que leurs connaissances, leurs compétences, leur expertise doit être adéquat et leur positionnement dans l'entreprise doit garantir leur indépendance. L'orientation 6 donc, traite de la politique et des mesures en matière de sécurité de l'information. Donc, elle précise qu'une politique sur la sécurité de l'information doit être écrite et approuvée par le conseil d'administration, que cette politique a vocation à être diffusée à l'ensemble des collaborateurs, internes comme prestataires, lorsqu'une activité est externalisée. Et sur la base de cette politique, l'entreprise doit établir des procédures et des mesures spécifiques afin de maîtriser les risques liés au TIC. Enfin, l'orientation 7 est relative à la fonction de sécurité de l'information. Donc, il doit y avoir dans l'entreprise une fonction sécurité de l'information. Cette fonction doit être indépendante et objective vis-à-vis des processus liés au développement et aux opérations de TIC et doit rendre compte au conseil d'administration. Euh, Pardon, juste un petit mot. Donc, cette fonction, elle peut s'apparenter un peu dans sa manière de fonctionner aux fonctions clés prévues par Solvabilité 2. Il ne s'agit pas d'une fonction clé, donc au sens de Solvabilité 2, mais d'une fonction différente, euh, mais qui, un peu à l'instar des fonctions clés, je le répète, hein, je me permets d'insister dessus, doit être
indépendante notamment des opérationnels de l'entreprise et doit pouvoir avoir accès au conseil d'administration pour rendre compte donc de l'état de la sécurité de l'information dans l'entreprise. Les orientations suivantes vont concerner les mesures de sécurité proprement dites. Donc l'orientation 8 porte sur ce qu'on appelle la sécurité logique. Donc elle précise hein, que les procédures d'accès logique doivent tenir compte des principes de moindre privilège ou de séparation des fonctions et doivent être revues périodiquement pour les comptes utilisateurs et également pour les comptes génériques et les comptes techniques, hein, qu'il ne faut bien sûr pas oublier. L'orientation 9 concerne la sécurité physique. Hein, donc les entreprises doivent mettre en place des mesures de sécurité physique ainsi que des mesures de protection adéquates contre les dangers environnementaux qui pourraient atteindre donc le système d'information. Et enfin, l'orientation 10 euh, concerne donc les mesures de sécurité des opérations en matière de TIC, en rappelant que les entreprises doivent se doter de procédures de prévention des incidents de sécurité et de limitation de leur impact. Alors, bien sûr, hein, je résume hein, les orientations que j'essaie voilà, de présenter voilà, l'essentiel des sujets qui sont traités par ces orientations. Pour chacune d'entre elles, bien sûr, il convient de se reporter au document intégral qui précise hein, pour chacune de ces orientations plus en détail ce qui est attendu en termes de bonnes pratiques et voilà, ce qui sera évalué par l'autorité de contrôle. Les orientations suivantes, donc toujours relatives à la sécurité, portent donc pour la 11e sur la surveillance de la sécurité. Elle précise donc que l'entreprise doit organiser le monitoring des activités ayant une incidence sur la sécurité de l'information. Cela afin de détecter de possibles intrusions, des vols ou altérations de données. Ça peut être aussi des exécutions de codes malveillants ou encore l'exploitation de vulnérabilités matérielles ou logicielles. L'orientation 12 concerne les revues, les évaluations et les tests de la sécurité de l'information. Donc, elle précise quant à elle que les mesures de sécurité que nous avons évoquées doivent être testées régulièrement et dans un cadre qui doit évoluer en fonction de l'actualité des menaces et des vulnérabilités que l'on identifie dans l'organisme. Et pour tous les systèmes TIC critiques, ces tests doivent être effectués tous les ans. Les résultats des tests de sécurité doivent être analysés sans retard afin de mettre en œuvre, bien sûr, un plan de remédiation. Enfin, l'orientation 13 prévoit que l'ensemble du personnel, interne et externe, doit être régulièrement formé et sensibilisé aux problématiques de sécurité. L'orientation 14 porte quant à elle voilà, sur la gestion des opérations des systèmes d'information. Elle rappelle que la stratégie TIC doit être mise en œuvre conformément aux procédures internes relatives à l'exploitation, la surveillance et le contrôle des TIC, que des journaux, des logs sur les activités critiques doivent être systématisés, analysés et exploités en vue de corriger les erreurs détectées. Que l'inventaire des équipements informatiques doit être tenu à jour de façon continue et qu'il doit permettre l'identification des actifs critiques de l'organisme, qu'une gestion des versions doit être mise en place et enfin que des processus de sauvegarde et de restauration des données doivent être mis en place et testés également et aussi régulièrement. L'orientation 15 concerne la gestion des incidents et des problèmes liés aux TIC. Elle prévoit de définir une structure et un processus afin de répondre rapidement et efficacement aux incidents. On peut par exemple suivre les recommandations utiles
en ce domaine. Donc plus particulièrement, cela revient à définir des indicateurs et des seuils de criticité pour déclarer et classer les incidents sécurité ou opérationnels, et de définir également des seuils d'alerte pour la détection précoce des incidents. Euh, Cela consiste donc aussi à mettre en place et alimenter une base des incidents, une base où les incidents seront bien sûr catégorisés selon leur nature, classés selon leur importance. Il convient également donc d'organiser la surveillance des indicateurs d'exploitation, de traiter bien sûr les incidents, les identifier, éliminer, résoudre les causes, établir par avance les rôles et responsabilités des acteurs selon le type d'incident et définir enfin des plans de communication internes ou externes avec les clients, les partenaires, les autorités, évidemment le cas échéant. Je rappelle effectivement que, en cas d'incident dans un organisme d'assurance, il convient de le signaler à l'autorité de contrôle et de manière, et de voilà, de manière à pouvoir analyser, ensemble, la vulnérabilité éventuelle qui a été, exploitée ou qui, voilà, qui a donné lieu à un incident et d'informer l'autorité aussi sur les conséquences que cela a pu avoir ou la manière dont l'organisme a pu remédier à cet incident dès lors qu'il a une certaine importance. On reviendra sur ces questions avec les orientations 21, 22, 24, 25, donc notamment sur les questions de plan de réponse, de communication, de résolution des incidents. Bon. Alors, les orientations suivantes concernent plus précisément la gestion des projets ou l'acquisition et le développement de systèmes de TIC. Donc, elle précise qu'il faut mettre en œuvre une méthodologie de gestion des projets qui inclut les exigences en matière de sécurité proportionnées aux risques métiers qui sont portés par la solution. Que cette méthodologie doit prévoir de vérifier les risques liés aux dépendances ou aux interdépendances entre les projets. Euh, qu'il convient également de séparer les environnements de test, de développement et de production afin d'éviter ou de minimiser les impacts d'une mauvaise manipulation. Euh, Enfin, bien sûr, de disposer d'une documentation qui permet de conserver la maîtrise de la connaissance, en particulier qui permet de ne pas dépendre d'une personne clé, que ce soit un prestataire ou une personne interne, et de créer donc un registre des applications critiques qui sont développées par les utilisateurs finaux, ce qu'on appelle parfois le shadow IT ou le end user computing. Donc, c'est un point qui est parfois oublié, c'est qu'effectivement, les applications ne sont pas forcément toutes gérées par la direction des systèmes d'information. Il peut y en avoir dans les services métiers et ça peut constituer des vulnérabilités pour l'entreprise. Donc, il convient bien euh, de les identifier et de créer un registre de ces applications. Concernant ensuite la gestion des changements liés au TIC, donc l'orientation 18 précise qu'un processus doit être mis en place pour l'implémentation des changements liés au TIC afin de garantir que les modifications apportées sont enregistrées, sont évaluées, sont testées préalablement, ou approuvées, implémentées et vérifiées. L'orientation 18 précise également que tout changement doit faire l'objet d'une analyse d'impact afin d'évaluer les répercussions potentielles en termes de sécurité sur les TIC et que des mesures de sécurité proportionnées aux risques générés doivent être prévues. Pour ce qui est des changements opérés en situation d'urgence, cela peut toujours arriver, la régularisation de la documentation peut se faire a posteriori, mais il convient de la faire systématiquement. Les orientations suivantes concernent un point important qui est la continuité d'activité. Elle précise donc ici qu'il faut définir et partager de façon ad hoc la politique de continuité d'activité qui doit être validée par le conseil d'administration, qu'il faut construire des scénarios crédibles d'événements perturbateurs en incluant les prestataires critiques
et analyser leurs impacts potentiels sur les activités, sur les fonctions, sur les actifs, notamment critiques de l'entreprise. Elle prévoit également d'organiser les réactions appropriées en réponse aux scénarios adverses qui doivent inclure notamment les cyberattaques, euh, réactions donc qui doivent permettre la reprise des activités selon les besoins métiers. Donc en particulier, en décrivant la façon dont la continuité et la sécurité des TIC sont assurées, en précisant les conditions qui déclenchent le plan et en intégrant les conséquences de défaillances éventuelles de prestataires critiques. Il convient de tester régulièrement ces plans pour les adapter à l'actualité de la menace qui est évolutive, à l'actualité des incidents, des évolutions ou des besoins métiers, des activités critiques, des objectifs de rétablissement ou de l'environnement de l'entreprise au sens large. Également, pour les améliorer en documentant les résultats des tests et en communiquant donc les lacunes au conseil d'administration. Enfin, les orientations conseil donc préconise d'élaborer un plan de communication en cas de crise afin d'informer les parties prenantes appropriées, les autorités, les partenaires, les clients, de façon efficace. La dernière orientation concerne la sous-traitance. La sous-traitance tient une place importante chez les organismes d'assurance. Elle peut concerner euh, tout type d'activité et en particulier, bien sûr, la gestion du système d'information. Les principes sont précisés par exemple concernant l'externalisation sur le cloud par des orientations spécifiques de la CPR. Je vous ai mis ici le lien vers ces orientations. Je ne vais pas les détailler ici, mais l'externalisation sur le cloud pose des questions spécifiques. Et par ailleurs, le principe général, c'est le respect par les prestataires des exigences relatives au système ou au service TIC qui pèsent donc sur l'organisme d'assurance lui-même. Donc, l'orientation précise un certain nombre de dispositions concernant les clauses contractuelles des contrats de sous-traitance. Elle rappelle que les objectifs que ces contrats donc doivent contenir des objectifs et des mesures appropriées et proportionnées en matière de sécurité, notamment un niveau minimal en matière de sécurité de l'information, qu'elles doivent préciser la localisation et le chiffrement des données. Elles doivent prévoir une capacité d'audit et d'accès à l'assureur en tant que donneur d'ordre, ainsi qu'aux autorités de supervision. Elles doivent préciser donc un accord sur les niveaux de service, un accord sur les objectifs et les indicateurs de performance qui doivent être partagés et suivis par l'assureur, ainsi que les procédures de traitement des incidents opérationnels et de sécurité. Enfin, donc, il convient également de surveiller le niveau de conformité des prestataires en matière de sécurité informatique. Donc, j'ai évoqué à plusieurs reprises la question de la sous-traitance tout au long de ces orientations. En effet, hein, la sous-traitance peut, peut constituer une vulnérabilité pour l'entreprise. Donc les principes forts sont que, d'une part, si une activité de l'assureur est sous-traitée, l'assureur reste responsable du respect de l'ensemble des exigences réglementaires concernant cette activité par le prestataire, donc
le contrat avec le prestataire doit permettre à l'assureur de s'assurer que l'ensemble de ces exigences sont respectées. Et il doit s'assurer que voilà, les sous-traitants, que ce soit des entreprises qui, euh, euh, comment dire, que ce soit des entreprises, des sous-traitants qui concernent le système d'information ou des sous-traitants autres, ça peut être les partenaires, ça peut être les apporteurs d'affaires, par exemple, qui auraient un accès au système d'information de l'assureur, et bien de s'assurer que l'accès au SI que l'on donne à des partenaires, à des sous-traitants, ne constitue pas une faille supplémentaire, une faille de sécurité pour l'assureur lui-même, et donc vérifier qu'au niveau des sous-traitants, toutes les mesures de sécurité sont bien appliquées. Voilà, j'ai présenté de façon un petit peu résumée l'ensemble des orientations qui sont donc exposées dans la notice. Comme vous le voyez, elle traite de l'ensemble des aspects de la sécurité des systèmes d'information, depuis la gouvernance euh, jusqu'aux aspects les plus opérationnels. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, ces préconisations sont des bonnes pratiques ou sont des, euh, euh, des choses qui vont être appréciées par l'autorité de contrôle, notamment par exemple en cas de contrôle sur place. La CPR réalise des missions de contrôle sur place spécifiquement sur les systèmes d'information des organismes et en particulier donc sur la sécurité de ces systèmes d'information, et donc l'ensemble de ces préconisations qui découlent de Solvabilité 2 voilà, constituent des références pour l'entreprise et donc pour l'autorité de contrôle. Eh bien, Voilà, merci. je vous propose de passer aux questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Olivier. Alors, une question. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Euh, alors, oui, est-ce que c'était une bonne question? Parce que je me la suis posée moi-même sur l'articulation entre la sécurité physique et la sécurité de l'information. La question, c'est est-ce que la sécurité physique va relever de cette fonction de sécurité de l'information? Notamment, par exemple, est-ce que la personne qui régit les portiques, les badges, etc., est-ce qu'elle va référer au responsable de sécurité, de la fonction de sécurité de l'information que vous avez évoquée et qui doit être indépendante des opérationnels? Alors, oui, en effet, hein, cette fonction sécurité doit pouvoir avoir accès à l'ensemble des directions concernées au sein de l'entreprise. Donc, ça sera bien sûr les opérationnels, ça sera la gestion des risques, ce sera également l'audit. Ça peut être vraiment l'ensemble enfin, il convient en tout cas que cette fonction puisse avoir accès à l'ensemble des parties prenantes, et donc oui, qu'elle puisse aussi émettre un avis sur la gestion de la sécurité physique, si voilà, si nécessaire effectivement. Sans Merci. être responsable, bien sûr, de cette sécurité, de Oui. l'application de cette sécurité, mais en tout cas, pouvoir examiner ce point également, qui fait l'objet donc d'une voilà, d'orientation spécifique dans la notice. Bien sûr. Merci beaucoup. Là, pour le moment, ils sont très timides, ils n'osent pas poser leurs questions. Mais il y a un point qui est très important que vous avez. Enfin, il y a deux questions qui viennent à l'esprit, mais dont on sait que vous n'allez pas pouvoir nous répondre comme ça instantanément. Mais c'est effectivement le difficile positionnement de cette fonction de sécurité de l'information. Concrètement, est-ce qu'elle va être
plus ou moins rattaché à la fonction des risques, au comité des risques, et sa relation avec le système, avec le RSI, enfin avec les directeurs informatiques, va être euh, un vrai travail, disons, puisque en général, les RSSI, pas toujours, mais souvent, sont dépendants du directeur informatique. Et là, en fait, il s'agit d'une fonction de sécurité qui sera autonome, et que vous recommandez, donc qu'il est important de mettre en place, mais qui sort quand même des habitudes et j'allais dire des précarés établis, du fait de la complexité technique aussi de la fonction, hein. Je Alors, pense que vous avez conscience que c'est quand même ça va être un challenge, hein. oui, oui, tout à fait. Euh, Sur cette fonction sécurité de l'information, on peut dire que, elle doit interagir en fait avec l'ensemble des acteurs du système de contrôle interne de l'entreprise. Donc, hem, ce sera notamment, bon, le conseil d'administration, on l'a dit, l'audit interne, notamment, regarder la bonne prise en compte des recommandations, avec la gestion des risques, notamment pour ce qui est l'évaluation et la tolérance aux risques liés au SI. La fonction sécurité doit interagir également avec le contrôle permanent, pouvoir apprécier la pertinence des contrôles de premier, de deuxième niveau. Elle interagit aussi bien sûr avec la direction des systèmes d'information, pour la conduite de projet, pour la mise en production, concernant également bien sûr, les incidents de sécurité. Elle peut être également amenée à interagir avec la direction des achats, quand il s'agit d'inclure des clauses de sécurité dans les contrats de sous-traitance dont je parlais tout à l'heure. Donc elle doit interagir vraiment avec l'ensemble des acteurs du système de contrôle interne. Alors, vous avez évoqué son lien avec la DSI. Pour que la fonction sécurité soit vraiment indépendante, il est quand même préférable qu'elle soit, voilà, séparée de la DSI proprement dite. Hem, Éventuellement, elle se rapprocherait plus, heu, de la fonction de RSSI. Donc s'il y a un responsable de la sécurité des systèmes d'information qui est déjà présent dans l'entreprise, éventuellement, ça peut être la personne la plus à même d'endosser, cette fonction, sécurité. Dans tous les cas, en tout cas, il faut, prévoir ou organiser son accès au conseil d'administration. Mais, voilà, oui, pour exercer la fonction de façon suffisamment indépendante et objective, il vaut mieux qu'elle soit séparée des fonctions de production. Là, la question est, est-ce que on peut la considérer comme une seconde ligne de défense? Oui, 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 effectivement. Mmh. On va garder peut-être quelques questions pour la fin. Je propose, puisque vous restez avec nous, Olivier, Oui, vous mmh. répondrez ensuite. Je propose de passer la parole à Hélène Dufour, qui va élargir tout un peu et voir les conséquences et l'articulation avec d'autres textes. Euh, il y a un ensemble de textes sur qui semble vouloir se concrétiser, se fédérer. Je te passe la parole, Hélène. Merci beaucoup Florence. Alors, on va effectivement, dans le prolongement de ces orientations EIOPA, vous parler donc du règlement DORA, qui n'est pas encore en application, mais qui a fait l'objet d'une publication. Et on va faire, avec Brigitte Dubu, une analyse un peu comparative entre donc le règlement DORA et les orientations EIOPA. Donc, on vous donnera quelques éléments donc, sur ce règlement. On refera un petit zoom sur le principe de proportionnalité parce que vous verrez, enfin, cette réglementation, elle est quand même extrêmement riche, riche aussi de contraintes.
Et donc, réfléchir à ce principe de proportionnalité, c'est s'interroger aussi sur le fait d'implémenter cette réglementation de la manière la plus efficace possible et peut-être de réfléchir aussi en termes de coûts. On parlera de la gouvernance des rôles et responsabilités, puisque évidemment, en tant que membre de la communauté des actuaires, eh bien, il faut répondre à la question du rôle de l'actuaire dans la mise en place de cette réglementation. Et puis, on parlera du cadre de gestion des risques informatiques avant d'aborder la conclusion. Alors, peut-être quelques mots sur les objectifs de la mise en œuvre de DORA. Donc, DORA pour Digital Operational Resilience Act donc, est un règlement qui s'appuie, on va dire, sur 4 piliers. Donc, le premier pilier, c'est se protéger contre le risque cyber. C'est vrai que les régulateurs se sont aperçus, ont constaté que dans le cadre effectivement de la digitalisation des échanges, des interconnexions de plus en plus nombreuses entre les systèmes d'information, eh bien, le risque cyber devient un risque systémique et que par conséquent, il devient important de mettre en place un arsenal de mesures, si elles ne sont pas déjà en place, ou en tout cas de renforcer les mesures de maîtrise du risque. Et donc, c'est le premier pilier, se protéger contre le risque cyber. Alors ensuite, le deuxième aspect, c'est mettre les sous-traitants sous contrôle. Le règlement DORA, effectivement, considère que l'entreprise et ses sous-traitants font partie d'un écosystème et qu'on ne peut pas se protéger si on n'embarque pas dans cette réflexion les sous-traitants et les prestataires, et notamment et surtout les sous-traitants informatiques, en mettant en place donc également des dispositions contractuelles un peu standardisées qui vont permettre de gérer, de se protéger contre le risque et d'embarquer des mesures dans les contrats de manière systématique, notamment les audits de sécurité des prestataires, le renforcement des garanties contractuelles sur un certain nombre de dimensions, les clauses de sortie, donc de réversibilité, etc. Et puis, la nouveauté du règlement, c'est la mise en place d'une supervision des prestataires systémiques qui donc vont être régulés comme le sont les établissements financiers. Ensuite, le troisième pilier, c'est la gestion des incidents cyber, qui existe déjà, mais qui doit faire l'objet de dispositifs d'alerte et de remontée d'informations renforcés. Et puis, le quatrième pilier, c'est la mise en place d'un programme de test de résilience opérationnelle numérique. Donc, ça veut dire effectivement vérifier le fonctionnement des dispositifs, pas seulement les mettre en place. Ça peut être par exemple faire des tests de reprise et de restauration des systèmes critiques. Il y a aussi pour les entreprises d'importance significative la mise en place de tests de pénétration fondés sur la menace et le cas échéant, donc le partage d'informations entre les menaces. Le régulateur considère que la communauté financière doit être solidaire quelque part face à la menace cyber et donc encourage le partage d'informations sur les menaces, sur les incidents, etc. Alors, peut-être un petit zoom avec Brigitte sur un peu plus… Peut-être défiler les slides. Pardon? Ça y est, c'est les fait. slides. Ça n'a pas défilé? Moi, j'ai toujours le premier slide. Alors, non, ça ne défile pas là. Voilà, oui, c'est bon. Ça défile. Donc, je change de principe. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, oui. Oui, c'est bon. Très bien. Voilà, donc pour présenter DORA, on l'a fait par différence par rapport aux orientations EIOPA. Donc, première grande différence, c'est le périmètre. Le périmètre du règlement DORA est plus large puisqu'il va toucher toutes les entreprises du secteur financier, là où les orientations EIOPA visaient les entreprises d'assurance. Sur le fond, les objectifs et les principes sont similaires, mais on va voir que DORA peut aller plus loin sur un certain nombre de points et être un peu plus contraignant. Les orientations EIOPA sont du domaine de la soft law, des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, bien évidemment, elles peuvent, lors d'un contrôle des superviseurs, donner lieu à des recommandations, et si ces recommandations ne sont pas suivies, à éventuellement des sanctions. Clairement, le règlement DORA est un règlement
Et donc, il s'impose immédiatement, puisqu'il n'y a pas de transposition en droit national, aux entités concernées de manière immédiate et avec un régime de sanctions qui va avec. Donc, le règlement DORA a 3 articles, il y en a à peu près de 50. Il y a 3 articles qui sont spécifiques à ce régime de sanctions. Donc, des sanctions administratives proportionnées par rapport au manquement et dissuasives, avec une communication publique de la sanction. Et bien évidemment, la responsabilité des dirigeants peut en engager, et au-delà des dirigeants, des conseils d'administration, bien évidemment. DORA prévoit une remontée des incidents à l'autorité de tutelle, ce qui est très important, et un partage d'informations sur les incidents et les vulnérabilités. Ça, c'est un point extrêmement important. Là où IOPA imposait bien évidemment une base d'incidence et un partage au sein de l'entreprise, et évidemment un partage avec les autorités de tutelle, là, la remontée d'incidents va être standardisée et être très organisé. Et sur le fort focus de DORA, comme pour l'IOPA et la CPR, bien évidemment, est donné sur les prestataires, avec une évaluation normée du risque de dépendance par rapport aux prestataires, tout au long du cycle de la relation, avec des clauses contractuelles types, donc ça va au-delà des orientations des superviseurs. Là, il y aura des clauses contractuelles types qui seront données, indiquées à l'ensemble des entreprises qui considérées. Ça donnera lieu, alors ce n'est pas dans le règlement aujourd'hui, ça donnera lieu à des mesures de niveau 2, et donc ça sera des normes qui seront imposées sur ce point. Et puis la mise en place d'une autorité de tutelle pour les prestataires systémiques. Donc ça aussi, c'est un point très important qui est fait dans ce règlement. Au niveau du calendrier, donc vous avez là l'ensemble de tous les points. Ça a commencé en 2016, avec les premières consultations en 2019, la publication du projet de règlement DORA, qui est en cours évidemment de navette entre le Conseil, qui fait l'objet de trilogue entre le Conseil et le Parlement européen. On a les orientations EPA qui sont rentrées en vigueur en 2021. On n'en dira pas un mot, mais il faut savoir qu'il y a un règlement Nice, en fait, qui est déjà très contraignant sur le sujet et qui touche une partie des assureurs, donc des assureurs qui sont, plus à risque que les autres. Donc là, le périmètre est beaucoup plus large, mais pour les assureurs, ça va toucher qu'un certain nombre d'assureurs, les plus gros en général. Ce qui veut dire qu'il faut aussi que les deux règlements s'appliquent en même temps, et ça peut poser des difficultés. Et donc, l'entrée en vigueur de DORA, le règlement devrait être publié en 2022 avec une application immédiate, mais qui sera en pratique un peu décalée dans le temps, puisqu'il faudra, sur un certain nombre de points, attendre la mise en application et donc la publication des normes techniques. Voilà ce qu'on pouvait dire. Hélène, je te repasse la parole sur le principe de proportionnalité. Alors, un petit mot sur ce principe de proportionnalité qui est très important, que citait Olivier Meillan également sur les orientations EIOPA. Donc, c'est l'objet de l'orientation numéro 1. C'est un principe qui est cité en introduction de DORA et qui est évoqué dans plusieurs articles, notamment l'article 5 sur la gestion des risques, l'article 16 sur la classification des incidents, les articles 22, 23 sur les tests de résilience numérique et l'article 25 sur la supervision des tiers. Ce principe de proportionnalité, donc, alors évidemment, il veut que certaines entreprises, alors les micro-entreprises, puissent avoir moins de contraintes, notamment la contrainte de mettre en place des gouvernances sophistiquées, etc. Mais les micro-entreprises, ça concerne un nombre limité des entreprises autour de la table aujourd'hui.
Et sinon, le principe de proportionnalité, il va pouvoir s'appliquer à partir du moment où on va mettre en œuvre des analyses de criticité des processus et des fonctions utilisatrices des systèmes d'information, criticité des actifs informatiques, criticité des prestataires et criticité, bien sûr, des incidents informatiques. Donc, ces évaluations de criticité qui feront l'objet d'ailleurs de ces normes techniques réglementaires, qui vont les définir de manière un peu plus précise, vont permettre de mettre en place ce principe de proportionnalité. Ça veut dire d'application des règles proportionnelles à l'enjeu. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Alors, en ce qui concerne les règles donc, de DORA, on a bien sûr la gouvernance, et donc c'est l'objet de l'article 4 de DORA, et c'était l'objet de l'orientation 1 de l'EIOPA, avec alors une petite différence entre DORA, on parlait avec Olivier tout à l'heure de la nomination d'une fonction sécurité judicieusement séparée des opérations du SI, donc indépendante. Elle n'est pas citée nommément dans DORA, cette fonction sécurité. DORA dit simplement qu'il faut appliquer le principe des 3 lignes de défense, ce qui veut dire effectivement en sous-jacent une indépendance de la fonction effectivement de sécurité qui fait partie de la 2e ligne de défense, mais ce n'est pas dit nommément. Et dans DORA, par contre, on définit nommément la désignation d'un membre de la direction générale en charge du suivi des accords contractuels avec les tiers. Alors, en dehors de ça, sur la gouvernance, EIOPA et DORA se rencontrent tout à fait sur la notion déjà de responsabilité des dirigeants. Donc, le fait que le conseil d'administration, notamment, approuve la politique générale de sécurité du système d'information, qu'on va définir une stratégie de sécurité qui soutienne la stratégie globale de l'entreprise et qu'on va devoir évaluer l'efficacité de cette stratégie, que le conseil d'administration, les dirigeants sont responsables de la mise en œuvre de moyens proportionnés par rapport aux risques et par rapport aux enjeux, et que donc, bien entendu, ça passe par l'évaluation de ces enjeux, donc du profil de risque de l'entreprise, du point de vue donc, de son exposition à des risques informatiques, et l'expression, alors là qui est définie dans les deux, également dans les deux textes, de la tolérance par rapport aux risques informatiques. Et sur ce plan, la direction des risques, bien sûr, a un rôle déterminant à jouer, puisque qui dit tolérance au risque, dit mesure du risque, dit dispositif d'évaluation, donc cartographie des risques, analyse de scénarios, etc. Les autres éléments, donc, c'est l'information des dirigeants en cas d'incident majeur, le suivi de la mise en place des accords contractuels avec les prestataires, et puis la formation des dirigeants en matière de sécurité et du conseil d'administration. Donc ça, c'est un élément important. Il faut débattre des sujets sécurité, il faut que les dirigeants soient sensibilisés et formés aux problématiques de sécurité. Alors, on en vient effectivement à un petit zoom qui va vous intéresser sur quel rôle doit jouer la direction des risques dans ce domaine, Brigitte. Oui, donc ce qu'on voit, ce qu'on commence à voir sur le marché, c'est que certains grands organismes ont déjà pris la décision de rattacher de cette fonction sécurité la direction des risques. Bon, comme l'a dit Hélène, il y a une partie quantification pour définir les seuils de tolérance au risque, et effectivement, le CRO est bien placé. Ça permet cette indépendance qui a été souhaitée. Ça permet, l'actuaire a souvent la vision globale de l'entreprise, connaît bien et a organisé dans le cadre de S2 la 2e ligne de défense. Et enfin, l'actuaire, je dirais, pratique depuis S2, en tout cas, peut-être avant, mais depuis S2, c'est obligatoire, toute la communication vers les conseils d'administration. Il y a toute la partie revue et validation de la politique générale de sécurité du SI. Donc, cette politique est intégrée au package des politiques écrites S2, qui sont généralement pilotées là aussi par la direction des risques. Et donc, je dirais, en tout cas, même si ce n'est pas rattaché à la direction des risques, il est clair qu'elle doit être présente et impliquée dans le rôle de conseil et de structure de cette nouvelle politique.
Enfin, la supervision globale et l'analyse des risques au niveau des métiers, ça c'est quelque chose que l'actuaire pratique au quotidien. Donc, l'évaluation du risque cyber est un sujet éminemment transverse. C'est difficile de faire plus transverse. Le risque cyber doit être traité comme un risque spécifique compte tenu de son caractère systémique. Et donc, la direction des risques doit favoriser le développement de méthodes d'évaluation d'impact homogènes au sein de l'entreprise pour pouvoir mesurer les enjeux relatifs à la maîtrise des risques et organiser et prioriser toute la prévention, parce que clairement, la prévention, et c'est ce qu'on lit dans la presse tous les matins, c'est le premier socle de défense. Et donc, pour pouvoir prioriser les actions à mener, il faut d'abord quantifier, voir celles qui sont les plus efficaces, là où sont les risques les plus importants. Et tout ce travail d'analyse de risque, c'est le métier quotidien des actuaires. Enfin, il y a le déploiement des études d'impact dans les métiers en complément de la cartographie des risques, et ça va de pair avec le travail que l'actuaire doit mener au quotidien. Alors effectivement, cet aspect-là, l'évaluation des impacts, eh bien, ça va permettre aussi d'encadrer l'expression de la tolérance au risque, hein. C'est-à-dire que c'est à partir d'une évaluation d'impact qu'on va pouvoir déterminer si on est dans la zone de confort ou pas, si on dépasse les seuils. Et donc, cette logique de résilience opérationnelle, dans cette logique, la direction des risques va jouer un rôle déterminant pour permettre aux métiers de faire leurs évaluations d'impact, parce que qu'est-ce qu'un risque de sécurité? C'est de type de risque, hein, des risques d'interruption d'activité dans le cadre, par exemple, d'un ransomware, ou des risques de compromission de données. Dans tous les cas, c'est intéressant de les mesurer pour pouvoir donc déterminer la tolérance, enfin, pour pouvoir vérifier qu'on maîtrise ces risques, et donc comparer la mesure de risque avec le niveau de maturité des dispositifs de maîtrise des risques. Donc, la direction des risques va pouvoir jouer un rôle dans la mise en œuvre ou dans la définition de la stratégie de traitement du risque, en identifiant les DMR, les dispositifs de maîtrise des risques à renforcer, et en faisant les choix en matière de transfert de risque à l'assurance. Donc clairement, la mesure de risque va permettre de déterminer la capacité à souscrire, les conditions, la rétention, etc. Donc les modalités de la police d'assurance cyber. La direction des risques peut également superviser l'analyse post-mortem des incidents critiques. Là aussi, il va falloir définir des méthodes de cotation de ces incidents, parce qu'on sait bien que les incidents informatiques ne sont pas toujours… Enfin, les études d'impact nécessitent des conventions et nécessitent des méthodes et des principes. Et puis enfin, évidemment, la direction des risques participe, rédige le rapport ORSA. Et pour ce faire, elle doit réfléchir au profil de risque de l'entreprise, sélectionner les scénarios transversaux représentatifs de la menace et faire ses études d'impact. Alors, il est 19h. Je m'adresse à toi, Florence. Est-ce qu'on passe à la conclusion? Effectivement, on avait un programme très, très conséquent. Donc, Florence? Voilà, j'avais oublié bien évidemment de sortir du mute. Non, on continue parce que nos actuaires sont très très sages, ils prennent des notes et du coup ils ne posent pas de questions. Donc tu peux continuer et je pense que les questions vont venir comme tout à l'heure à la fin. Très bien. Il y a une question sur la classification des activités. Est-ce qu'il y a une classification des activités qui sont sensibles au risque? Alors, la classification, l'exposition au risque des activités et la classification des activités en termes de criticité, ça fait l'objet finalement de la cartographie des risques. C'est-à-dire il va falloir revisiter un petit peu la cartographie des risques et y intégrer cette notion de criticité des processus du point de vue de la réalisation des objectifs métiers de l'entreprise, cette notion aussi de dépendance par rapport aux tiers, et effectivement Dora de ce point de vue introduit de nouvelles notions par rapport à EIOPA. C'est l'analyse du risque de concentration par rapport aux prestataires, un peu sur le mode de concentration sur les risques de marché, et puis l'analyse du risque de non-substituabilité. Le terme est un petit peu difficile à prononcer, c'est-à-dire non seulement, enfin, on a la problématique de se demander si on est dépendant
de tiers, mais aussi si cette dépendance, si on pourrait facilement en fait changer de solution, changer de prestataire, ou si au contraire le prestataire par son savoir-faire, par sa position concurrentielle, n'est pas substituable. Et ce type d'analyse, donc, ça va demander, c'est vraiment ces principes de, pour pouvoir appliquer ces principes de proportionnalité, il va falloir rentrer dans des analyses un peu normées et un peu systématiques pour pouvoir effectivement classifier les process. Les deux règles, enfin les deux textes, les orientations EIOPA et DORA, décrivent le fait qu'il va falloir effectivement décrire les processus, les évaluer du point de vue de leur exposition à l'informatique, leur dépendance par rapport aux outils informatiques. J'espère que ça... Pas seulement d'ailleurs peut-être, Hélène, parce que par exemple, le mode de distribution peut aussi avoir un impact très, très différent, c'est-à-dire que si une partie de la production est faite par des prestataires, d'une certaine manière, un arrêt des systèmes informatiques d'enregistrement de ces affaires n'est pas dramatique puisque ça continue à se stocker chez le distributeur. Enfin, c'est vraiment à la fois, tu dis Normée, tu as tout à fait raison, parce qu'il va falloir avoir des repères et donc pouvoir mettre les choses dans des boîtes, et en même temps c'est complètement du cousu humain, puisque on ne pourra pas dire telle activité, telle branche ou tel type de contrat d'assurance est plus risqué que tel autre, au sens de l'exposition à un risque informatique du système d'information, parce que ça dépend de la manière dont les choses sont organisées à l'intérieur de l'entreprise et vis-à-vis de ses prestataires. Et c'est extrêmement, même on sait bien que par exemple une attaque dans un grand groupe qui a atteint une entreprise, il y a eu l'exemple dans le passé, qui a atteint l'une des sociétés du groupe d'assurance, ben si si tout n'est pas intégré, si les autres informatiques sont indépendantes, très disjointe, bah finalement l'incident a été moins grave, puisque ça s'est produit, que si tout avait été complètement intégré. Donc là, on a l'habitude entre nous, Brigitte, Hélène et moi, de parler de by design, c'est-à-dire que quand on élabore par exemple un nouveau produit ou de nouveaux machins, il va falloir intégrer cette dimension de la vulnérabilité à une attaque informatique pour choisir la solution qui, à coût égal ou je ne sais pas, aura la meilleure résilience. On pourra l'intégrer dans les process de décision by design. Tout à fait. Il y a quelques mois, on avait fait des ateliers, on était assez peu nombreux pour voir justement, l'idée était très, très bonne, cette classification et cette norme, et donc on a voulu savoir si on pouvait l'établir. Et on a vu qu'effectivement, c'était très spécifique au métier, très spécifique à la taille de l'entreprise, très spécifique à la nature du business. On a vu qu'en santé, on avait souvent plus de vulnérabilité qu'en épargne, et on a vu aussi que c'était très sensible, évidemment, aux mesures de prévention déjà prises par l'entreprise. Donc, tout ça montre que c'est assez compliqué de classer des choses qui sont très spécifiques à la nature du business et à la façon dont il est organisé, géré et aux dispositifs informatiques, bien évidemment. Oui, c'est l'élaboration, l'évaluation du profil de risque de l'activité en fonction de l'organisation informatique, en fonction de aussi, est-ce qu'on est sur une informatique on-premise ou cloud. Évidemment que si on est sur une informatique on-premise, donc on a centralisé tous les systèmes
Et donc, la résilience est différente que si on a des systèmes un peu plus dispersés sur le cloud, si bien qu'une attaque ne toucherait pas l'intégralité du SI. Donc, il y a toute une réflexion à mener avec le métier au niveau effectivement global du profil de risque de l'entreprise, compte tenu de ses choix informatiques, et au niveau du profil de risque de chaque activité. Ça peut être les types de métiers. Donc, la santé, en effet, est plus exposée à des risques parce qu'il y a des cycles commerciaux plus courts. Hein. Il y a plein de dimensions à analyser, mais c'est vrai que l'entreprise doit aborder une réflexion sur ces sujets et une réflexion un peu normée, parce que ce qui est important quand on veut renforcer la maîtrise des risques, c'est de comprendre où agir en fonction des enjeux relatifs, c'est-à-dire mettre en œuvre des mesures qui soient proportionnées par rapport aux risques. Éviter de surinvestir quand on est sur des risques limités. Et donc, il faut un système de mesure du risque qui soit homogène pour pouvoir comparer les différentes expositions. Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir en effet prioriser les actions et aussi réfléchir à la mesure du risque. Ça permet de déterminer une stratégie de résilience. C'est-à-dire, la stratégie de résilience, ce n'est pas qu'une affaire d'informatique, informaticienne. C'est aussi au niveau des métiers, qu'est-ce que je fais si j'ai plus d'informatique? Comment je m'organise? Est-ce que j'ai des solutions? On parlait par exemple de délégation de gestion. Est-ce que je peux, par exemple, augmenter les seuils de délégation pour transférer une partie des activités à mes délégataires? Enfin, il y a des stratégies à mettre en œuvre pour être plus efficace. Aujourd'hui, et avec ce règlement DORA, on se dit il ne s'agit plus seulement de prévenir les crises, il s'agit aussi de survivre aux crises et de s'en sortir le mieux possible. Et ça demande de réfléchir à des sujets dans une logique un peu différente. Hein, c'est vrai que jusqu'à présent, on disait on met en place des forteresses, des citadelles, et on investit dans la sécurité, et c'est ce qu'ont fait les banques, les institutions financières. Maintenant, on ne peut plus se dire qu'on est à l'abri, il faut aussi investir dans la réponse aux crises. Donc, ça veut dire, sur le plan informatique, les plans de backup, s'assurer qu'on garde des sauvegardes des données qui soient inviolables. Enfin, il y a tout un ensemble de mesures à mettre en œuvre. Mais dans tout cet arsenal de mesures, la mesure du risque, c'est le driver qui va permettre de déterminer les stratégies, cette stratégie informatique et de sécurité que les régulateurs appellent de leur vœu, elle va s'appuyer sur des mesures de risque. Donc, dans le cadre de la gestion des risques informatiques, effectivement, on va avoir un certain nombre de politiques et de procédures à mettre en place ou à faire évoluer. Des politiques de gestion des risques informatiques ou des incidents informatiques, là où on avait une politique de gestion des risques ou une politique de gestion des incidents, une politique de sous-traitance informatique. Donc, il va falloir un petit peu formaliser un certain nombre de règles dédiées à l'univers informatique. Sur l'analyse des risques, il faut en effet faire des cartographies des risques, des inventaires des actifs et l'analyse de leur criticité, c'est essentiel. Hein, on constate souvent que l'inventaire des actifs est un peu, comment dirais-je, insuffisant dans certaines entreprises. Il va falloir vraiment le faire de manière précise et le lier à l'analyse des risques, parce que c'est vraiment le fondement même de l'analyse des risques. Cartographie des processus et des activités critiques dépendantes du SI, cartographie des risques, et puis alors l'évaluation de la maturité des mesures de sécurité. Là, effectivement, dans le domaine des risques, souvent on se contente d'une notation à dire d'experts, de ce qu'on appelle le DMR, le dispositif de maîtrise des risques, où on s'auto-évalue en disant on est bon, on est moyen, on est mauvais. Là, il va s'agir de mettre en place des systèmes de notation de la maîtrise des risques en pouvant avoir la preuve que certaines mesures sont en place et donc réduire un petit peu cette subjectivité de l'analyse de maturité du DMR pour s'appuyer sur des faits objectifs. On a mis en place ces mesures ou pas, on a un niveau de maturité par rapport à tel ou tel type d'éléments de sécurité et on est capable de le prouver. Il va falloir donc lancer des scénarios d'interruption d'activité et des études d'impact, et puis renforcer l'analyse post-mortem des incidents majeurs.
Donc ça, c'est les points communs entre les deux réglementations. Bon, les dispositifs de contrôle de niveau 2 et 3, et là, effectivement, il y a une réflexion à mener sur les rôles respectifs du contrôle interne par rapport à la fonction sécurité aux équipes de sécurité. Ça se pose, par exemple, quand on fait les plans de contrôle des accès logiques, il va falloir définir précisément les rôles, qui fait quoi. Et puis, évidemment, dans les deux règlements, dans les deux réglementations, on a les plans d'audit informatique, la troisième ligne de défense, qui est mise en évidence. Le plan de contrôle des dispositions contractuelles avec les prestataires critiques va être extrêmement riche, parce qu'aujourd'hui, les contrats sont quand même assez allusifs, notamment sur les clauses de réversibilité. On est sur des niveaux à renforcer. Enfin, il y a un certain nombre de thématiques sur lesquelles, en effet, il va falloir repenser certaines clauses contractuelles et les engagements, et demander des engagements. C'est le cas aussi sur les clauses de qualité de service. Bon. Voilà. Alors, je vais passer vite sur les outils, la cartographie des risques que vous pourrez regarder, et la cartographie des risques liés aux prestataires, le registre des prestataires critiques qu'il va falloir constituer avec un certain nombre d'informations détaillées. Voilà, donc le dispositif de contrôle qui va... sur les prestataires, là. Il y a une question, donc je lis, donc certains acteurs font confiance aux GAFA et leurs services. Comment les acteurs financiers pourront-ils opérer leurs obligations de contrôle des prestataires au vu de la taille du prestataire avec des stockages de l'information parfois à l'étranger? Alors, c'est là que le régulateur va peut-être nous aider. Donc déjà, ce règlement européen DORA, il va s'appliquer à tous. À partir du moment où, dans les normes techniques, on va sortir des standards de contrat, même les gros vont devoir s'y plier. Quand il y a quelques années, il y a une dizaine d'années ou 7-8 ans, les Amazon et autres étaient quand même assez réticents à accepter un certain nombre de clauses contractuelles. Ils ont bien dû les accepter. Ils ont dû accepter les clauses liées notamment au RGPD. Enfin bon, à partir du moment où on est dans la loi, on a des moyens de pression collectifs qui deviennent plus importants. Et ce sera le rôle du superviseur, puisque DORA institue un superviseur de ses prestataires. Et donc, c'est ce superviseur qui fera la police. Et on peut penser que les sanctions vont être importantes. J'ai entendu dire qu'on était sur des enjeux qui pouvaient être assez proches des sanctions du RGPD. Donc, je pense que même les GAFA réfléchiront à 2 fois avant de ne pas se conformer à la réglementation. Ils vont devoir s'y conformer d'une manière ou d'une autre, parce que sinon, ils seront exposés à ce régime de sanctions. Bon, là, qui sera ce superviseur? C'est, je pense, les mesures de niveau 2 qui nous le diront. Et le rôle de l'actuaire, je pense qu'il est important, je dirais, de faire un peu de lobbying, c'est-à-dire là aussi, on peut encore avoir de l'influence sur les choses qui vont être décidées. C'est pour ça qu'il faut être très présent, je dirais, voilà, dans les discussions et notamment être présent et participer aux travaux de place sur le sujet. Je ne peux que renforcer ça parce que c'est un sujet qui a 2 dimensions, une dimension sécurité informatique et comme ça vient d'être exposé, une dimension qui est dans les fibres de l'entreprise d'assurance, donc qui n'est pas dans tout l'ensemble de la chaîne de valeur des sociétés d'assurance. Et donc, entre ces 2 dimensions, le plus important, c'est la dimension assurance. Donc, il est important que le superviseur soit quelqu'un qui connaît bien l'assurance et que la dimension sécurité ne l'emporte pas parce que là, on sera pas bien parce qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ce qu'est l'assurance. Et donc, on est bien au chaud à la CPR et que les données remontent à la CPR nous irait très, très, très bien. Et en tout cas, le constat de ces réglementations, c'est le caractère systémique du risque cyber. Donc, il ne peut pas y avoir, quelle que soit la taille des entreprises, comment dirais-je, de régime de faveur.
c'est un risque. Voilà, et donc alors effectivement, compte tenu de l'ampleur des travaux à mener, hein, notamment on en a peu parlé sur les tests, notamment les tests de résilience, les tests de pénétration fondés sur la menace pour les grandes entreprises, etc. On peut imaginer qu'il va y avoir des systèmes collectifs, enfin des entreprises qui vont se faire certifier, et que chaque client, chaque entreprise d'assurance n'ira pas elle-même faire tous les tests de tous ses prestataires, mais peut-être qu'il y aura une mutuelle, enfin, un certain niveau de partage ou de mutualisation d'informations. Et c'est aussi le sens, enfin, ce que dit le règlement, hein, c'est que on va organiser un partage d'informations sur les vulnérabilités. Enfin, il y aura l'idée, c'est effectivement, compte tenu de l'ampleur de la tâche, de pouvoir être le plus efficace possible et d'apporter une réponse collective à un certain niveau à ce risque. Enfin, on voit bien quand même que le règlement va loin. Et l'EIOPA avait fait des recommandations de bonnes pratiques qui demandaient déjà beaucoup de travail. Et là, Dora, il joue son rôle de contraignant, mais quand on voit le travail que va demander l'application de la loi Dora, assureur par assureur, quand on est au sein d'une compagnie d'assurance, on mesure la difficulté de la tâche, et notamment en ce qui concerne la quantification, pouvoir quantifier le risque. Ça ne va pas être simple quand même, hein. Donc là, on va faire des évaluations entreprise par entreprise, mais comment l'évaluation du risque pourra être faite chez les prestataires, ils en sont loin. Donc je pense qu'il faut être bien conscient que cette loi Dora, elle va mobiliser d'une façon incroyable. Enfin, je pense, Hélène, que tu penses peut-être que je suis un peu pessimiste. Non, je suis d'accord avec toi, hein. Alors, sur la quantification, la chose intéressante, c'est que les actuaires sont aussi créent des contrats d'assurance, sont aussi voilà, ils assurent le risque cyber, et donc il y a sûrement des synergies entre Oui, l'assureur en tant qu'entreprise et l'assureur en tant que oui, voilà. mais justement, comme aujourd'hui il y a une crise d'assurabilité du risque cyber pour les grandes entreprises. On voit d'ailleurs que tout le développement qui vient d'être fait montre à quel point c'est difficile, et comment aujourd'hui l'assureur peut-il évaluer le risque d'une grande entreprise. Il faudrait qu'il soit à l'intérieur de cette entreprise, comme on vient de le décrire pour l'assureur qui étudie lui-même son risque. Donc cette difficulté que l'on éprouve quand on est assureur qui veut assurer le risque d'une entreprise, on voit que on comprend pourquoi on a cette difficulté aujourd'hui. Alors, le travail qu'on va faire pour nous-mêmes en tant que société d'assurance, il va bien évidemment être extrêmement fructueux pour le rapprochement des cultures des risk managers d'entreprise et des actuaires tarificateurs du risque cyber pour les entreprises. Mais n'oublions pas qu'il manque des données, hein. Donc pour nous-mêmes, nous allons travailler en évaluation, on va faire une évaluation d'impact, mais enfin on n'aura pas de chiffres pour savoir quel sera, on va l'évaluer. Et alors l'assureur en tant qu'assureur d'entreprise, lui, devrait avoir tous ces éléments-là et pouvoir en faire une courbe une distribution, en connaître la loi de distribution, etc. Donc le travail est passionnant, absolument passionnant,
va nécessiter des rapprochements de culture, mais il est très, très, très important. Enfin, je suis passionnée par le sujet et en même temps un peu écrasée par la lourdeur de la tâche. Et Le comme Valérie règlement Coste le DORA, souligne, avec la contrainte de confidentialité attachée à des dispositifs qui sont confidentiels. Mais bon, on a cette obligation de faire remonter les incidents. Donc, c'est voilà, ça, et les partager. le confidentiel va être partagé. Donc, on n'aura pas l'entreprise, ni voilà, il y aura une certaine anonymisation des données, mais il y a un partage des données qui est prévu. Oui, Tout à fait. Alors, nous avons quelques questions. Est-ce qu'on les prend maintenant? Tu pourras recontinuer, mais on peut les prendre maintenant, hein, parce que bon, je pourrais revenir sur la quantification du risque. Voilà, oui. Valérie demande comment la fonction clé gestion des risques peut-elle apprécier l'efficacité d'un DMR compte tenu de la spécificité technique et des contraintes de confidentialité attachées à ces dispositifs, à tenir confidentiels et parfois secrets, et même souvent effectivement. Donc pour apprécier, il y a deux choses en ce qui concerne le DMR. Il y a la dimension, on va dire, gouvernance, rôle et responsabilité, contrôle de niveau 2, formation, etc. Tout ça, ça peut faire l'objet d'une notation du DMR sur une échelle de valeurs de 1 à 4 ou de 1 à 5. Donc, il y a un arsenal de mesures à mettre en œuvre et on peut noter la maturité de ces mesures. Et après, vous avez en effet la dimension, on va dire, dispositif technique, dont la dimension sécurité. Bon, et là aussi, on peut très bien faire des évaluations de maturité. Donc, vous avez des référentiels comme il y a ISO 27001 qui est très centré sur la gouvernance, justement, la mise en place de dispositifs d'organisation, etc. Vous avez des référentiels comme CIS qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus centrés sur les dispositifs. Est-ce qu'on a mis en place un SOC, des systèmes avancés de lutte anti-malware, etc. Mais l'ensemble de tout ça, finalement, et c'est valable pour tous les DMR, ça fait un ensemble on va dire, de mesures à mettre en œuvre. Sur chacune de ces mesures, l'entreprise peut s'auto-évaluer. Ensuite, elle peut en faire une synthèse avec une note globale. Et c'est cette note globale qui va donner le niveau d'efficacité du DMR, à comparer avec les enjeux sur certaines dimensions, puisque le DMR, évidemment, en fonction du scénario, il peut être un peu différent. Si vous êtes sur un scénario de fraude interne, par exemple, vous allez regarder tout ce qui tourne autour de la gestion des identités et des accès, le contrôle d'accès, la revue des habilitations, etc. Si vous êtes sur une intrusion externe, bon, on est sur des DMR un peu plus larges, mais donc voilà, oui, il y a des choses confidentielles, mais on peut se faire auto-évaluer, et au niveau de la direction des risques, ce qui nous intéresse, c'est la note de maturité, peut-être ventilée par scénario, pour pouvoir ensuite, quand on va quantifier le risque, se dire sur quels axes est-ce que je dois renforcer ma maîtrise des risques. Mais on voit il faut casser le silo informatique versus métier versus direction des risques pour aborder un dialogue véritable où chacun apporte sa contribution à un ensemble. Oui, et ce dialogue, cette coordination, ça rejoint une question qui vient d'être posée. L'actuaire est-il néanmoins le plus compétent pour apprécier la menace cyber, les modes types d'attaque, la vulnérabilité de son SI? Bon, l'actuaire n'est pas un spécialiste SI, comme le SI, comme la DSI n'est pas un spécialiste de gestion des risques. Donc, voilà, je dirais, Olivier Meillan a très, très bien dit qu'il c'était un rôle de coordination et qu'il fallait qu'il soit au centre, je dirais, d'un réseau de compétences. Ce que je pense, c'est que lorsqu'un conseil d'administration évalue, fixe la tolérance au risque, généralement, la question est posée au CRO. Donc, il y a peu de chances qu'il pose la question à quelqu'un d'autre que le CRO sur le risque cyber. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'informatique va donner les paramètres du scénario. C'est-à-dire, on va dire, voilà, si on est attaqué par un ransomware, ça va se propager sur quel système et on va mettre combien de temps à remonter les infrastructures, à mettre en œuvre les systèmes de backup, etc. Ça, c'est l'informatique qui va vous le dire. L'informatique va vous dire ça va prendre
une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois. On va être en solution dégradée pendant tant de temps, on va être en phase de rétablissement pendant tant de temps, etc. De son côté, l'actuaire, ce qu'il doit voir, c'est l'impact d'une interruption d'activité sur les métiers. Donc, il faut voir avec les métiers, qu'est-ce qui se passe si on n'a plus d'informatique? Est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'on n'a pas de solutions? Est-ce qu'on perd des clients? Est-ce que, effectivement, simplement, on va avoir un backlog de charges de travail qu'on devra rattraper ultérieurement en recrutant des consultants, etc. Quelles sont les conséquences de l'arrêt des activités pendant une durée prolongée? Et ça, c'est la direction des risques qui peut donner, coordonner, piloter ce type d'analyse. Olivier, vous vouliez faire un commentaire? Non, 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 effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Hélène sur ce sujet. Donc, c'est pluridisciplinaire, c'est une problématique multidimensionnelle, et la direction des risques, elle a un vrai rôle à jouer pour normer les principes qui vont permettre aux métiers de s'auto-évaluer sur leur risque d'interruption d'activité ou sur le risque d'exfiltration de données. Mais ensuite, effectivement, ce n'est pas la direction des risques qui va analyser les vulnérabilités du SI. Ça, c'est vraiment au niveau de la DSI qu'on va avoir des scénarios d'attaque opérationnelle et qu'on va les jouer pour pouvoir effectivement tester la robustesse des mesures techniques à mettre en œuvre. La DSI va aussi être motrice pour voir l'évolution, parce qu'il y a une question sur l'évolution rapide des attaques. Elles changent de nature, hein, elles changent de technique, et c'est effectivement à la DSI que va être la veille sur les évolutions et dire aux responsables des risques comment refaire les évaluations d'impact avec les nouvelles méthodes inventées par les hackers. C'est un dialogue qui doit s'établir dans le respect de toutes les compétences qui existent. Hein. Les RSSI, bon, j'avais une réunion avec le Césin, enfin des gens du Césin, qui est le club des RSSI. Bon, ils n'ont pas le moral hein, en ce moment, parce que ils se sentent souvent un peu impuissants. Donc il y a aussi, enfin je pense qu'il y a aussi il y a un aspect, j'allais dire presque moral, mental, à être tous unis contre ce risque aussi. Hein. Il ne faut pas qu'ils se sentent abandonnés non plus, les RSSI. Parce que c'est vrai que quand il y a une attaque quelque part, là je parle des entreprises industrielles, en général, ils ont une évolution de carrière assez rapide dans la foulée. Et c'est un peu injuste parce qu'ils ne peuvent pas porter toute la misère du monde sur leur épaule et tous les risques cyber sur leur épaule. Donc il y a réellement une notion de se mettre ensemble pour lutter contre cet ennemi. En réalité, il y a deux sortes de gens. Il y a le monde visible dans lequel nous sommes tous, qui respectent les lois, qui essayent de faire au mieux, et on est payé pour ça. Et puis, il y a sous terre des gens qui attaquent ce monde-là avec des techniques industrielles. Ils ont des modèles économiques, ils font du as a service, hein, et ça coûte pas cher dans ce monde-là. Et ils nous attaquent, nous tous. Donc, on a un ennemi commun, c'est ces gens qui sont invisibles, qui se cachent, qui ne risquent rien. Ce ne sont pas des cambrioleurs qui risquent un coup de couteau ou un coup de revolver ou de fusil. Ils risquent rien et ils nous attaquent tous ensemble. C'est notre système économique qu'ils attaquent. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'antinomie ni enfin, avec l'informatique, on doit être main dans la main et on doit mieux se comprendre.
C'est là que le dialogue doit se nouer davantage. Moi, je venais d'avoir là cet après-midi une réunion avec EBIOS, le club EBIOS. EBIOS, c'est une norme, c'est une méthodologie qui a été faite par l'ANSSI, qui est utilisée par les entreprises pour comprendre elles-mêmes un peu une démarche pas très très loin de celle qui vient d'être exposée, pour comprendre. Et eux, ils le font dans un langage informatique, et on a convenu de se rapprocher pour voir si on ne peut pas travailler ensemble pour améliorer la quantification qu'ils cherchent à faire et que nous cherchons à faire, quoi. En fait, il faut repenser les études d'impact des plans de continuité d'activité. C'est vrai qu'ils ont été conçus en se demandant qu'est-ce qui se passait au-delà de la durée maximale d'interruption possible. Là, c'est plus la question. La question, c'est plus de dire qu'est-ce qui se passe au-delà de la durée maximale possible, qui peut être d'un jour, 2 jours, selon la criticité. Là, c'est qu'est-ce qui se passe si on est arrêté pendant 1 semaine ou 4 semaines. Il faudrait vraiment que tous les métiers se posent la question de leur dépendance, ou leur contrainte, qui fassent que qu'est-ce qui nous arrive si on s'arrête de travailler, si on n'a plus d'informatique ou si on n'a plus notre prestataire pendant 1 semaine ou 4 semaines. Et là, qu'on mette en place des méthodes pour dire, voilà comment je vais calculer mon impact. Et en fonction de ça, on calcule tous l'impact de la même façon, enfin avec les mêmes principes, pour pouvoir en déduire des informations à la fois sur la criticité des activités et sur la stratégie à mettre en œuvre. Parce que finalement, la réponse aux crises, ça doit faire partie aussi de l'étude d'impact. C'est-à-dire, on ne va pas rester non plus les bras croisés quand une crise comme ça arrive. On va essayer de mettre en place des plans d'action et il faut absolument les planifier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une imbrication entre la gestion de crise, les actions qu'on va mettre en œuvre si ce type de phénomène se passe, et l'analyse d'impact, de façon à faire une espèce d'analyse d'impact brute et ensuite une analyse d'impact qui prenne en compte la stratégie de réponse qu'on va mettre en place et éventuellement qui challenge les différentes stratégies de réponse parce qu'elles ne sont pas équivalentes du point de vue de l'impact final de l'événement sur l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on va améliorer cette résilience de l'organisation. Moi, je travaille par exemple actuellement dans un environnement qui n'a rien à voir, qui est dans les plateformes industrielles de courrier de la Poste. On fait des études d'impact d'événements de grande ampleur pour définir la stratégie de réponse et de résilience à mettre en œuvre. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit des vulnérabilités, des axes d'amélioration, de ce qu'on peut améliorer pour être plus robuste, plus résilient face aux crises. Et c'est ça que doit coordonner, je pense, la direction des risques, puisqu'elle a cette vision métier, et surtout dans une institution d'assurance, elle a cette compréhension du bilan et donc de la vision des impacts métiers. Là, je pourrais répondre à 2 questions. Première question, la conformité, est-ce que ça ne peut pas être des acteurs contributeurs? Bien sûr, la conformité qui s'occupe notamment de la cartographie des risques RGPD, etc. Bien sûr, oui, tout à fait. Une autre question intéressante, pourquoi une loi pour le secteur financier et pas transsectorielle? D'abord parce que le secteur financier, il a une dimension souveraine. Il y a déjà, par exemple, il n'y a pas que le secteur financier, mais il y a un ensemble de lois, ça a été dit tout à l'heure, il y a la NIS. NIS, c'est dans le cadre de services essentiels, hein, c'est ça. Donc voilà, exactement. Donc, dans les secteurs, enfin, dans les autres secteurs, il existe des choses pour les organismes, les OIV, c'était les organismes d'importance vitale, qui sont où il en va de la souveraineté de l'État. Et les OSE, les organismes enfin je ne sais plus comment on dit, essentiels, qui en sont très proches, Donc le secteur financier, c'est le nerf de la guerre. Si on attaque notre secteur financier national, européen, puisque là on est dans un cadre européen, on nous attaque, on nous détruit, c'est extrêmement important.
Les autres, vous avez tout à fait raison, un jour il y aura des réglementations transsectorielles, mais pour le moment, les pauvres PME et TPE, elles ne savent même pas, elles n'ont pas de RSSI, elles n'ont pas de directeur informatique, et donc on peut pas, il faut les protéger, elles. Et c'est par les grandes entreprises et par la protection qu'apporteront déjà les grands groupes qu'elles seront déjà un petit peu mieux protégées. Mais les États s'en occupent. Hein. Il y a des mesures, notamment l'ANSSI la CIMA, qui est la cybermalveillance, une association contre la cybermalveillance qui est là pour protéger les particuliers et les entreprises, TPE, PME, etc. Mais on peut pas, le législateur ne peut pas leur imposer des règles qui sont en dehors de leur... mais sachez qu'il existe, pour les grands acteurs industriels, il existe qui ont un impact sur la souveraineté nationale et européenne, il existe déjà des contraintes. Tout à fait. Oui, et puis j'allais dire avec justement l'application de ces règles aux sous-traitants qui, eux, ne font pas forcément partie des entreprises financières ou des entreprises les plus importantes dont parlait Florence Picard, il y aura aussi une diffusion, voilà, des bonnes pratiques dans le tissu économique. Ouais. C'est très important, effectivement. Alors, il y a toute les pouvoirs publics s'intéressent à ça, hein, la sensibilisation, quels sont les bons endroits pour sensibiliser. Il y a d'énormes efforts en ce moment qui sont faits avec un maillage territorial. Tout à l'heure, Olivier parlait de la gendarmerie, mais il y a, par exemple, un accord entre France Assureurs et puis les agents d'assurance et puis la gendarmerie pour justement aller dans les fibres du tissu économique français, les entreprises dans les territoires, pour faire de la sensibilisation, parce que pour le moment, il n'y a pas encore une prise de conscience suffisante, et puis il n'y a pas, il y a par exemple des idées, bon, je ne sais pas du tout si ça se fera, mais de subventionner un peu pour les petites entreprises le financement de certains instruments de protection informatique dont elles n'ont pas forcément conscience. Et c'est l'ensemble d'ailleurs de l'économie qui a intérêt à ce que ces petites entreprises fassent elles-mêmes de la prévention. Mais il faut commencer par le haut, comme le dit Olivier, parce que ça permet progressivement d'irriguer. Donc les deux mouvements existent, avec une réglementation par le haut qui irrigue quand même grâce à un prestataire un petit peu, et puis avec ce travail à la racine par la gendarmerie, par cybermalveillance, qui est là pour faire de la sensibilisation, de l'information au plus petit niveau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois point. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Tu veux dire, je te repasse la parole, Hélène. Moi, je n'ai pas grand-chose, on a beaucoup bavardé, je ne suis pas sûre que j'ai quelque chose d'intéressant à dire en conclusion. Donc, si tu veux dire encore quelques mots, et puis nous allons libérer nos amis, parce que c'est un sujet aride et ils sont restés très nombreux et on les a réaffirmer simplement le rôle de l'actuaire pour définir un cadre de gestion des risques et une méthodologie de mesure du risque homogène. Je pense que c'est l'essentiel. C'est qu'effectivement,
la direction des risques définisse les principes d'évaluation du risque. On est dans un contexte où le risque étant multidimensionnel, il est relativement complexe à appréhender. Et ça n'est plus seulement l'affaire des opérationnels de dire je suis propriétaire de mon risque, donc je comprends mon risque. C'est plus suffisant d'être dans cette logique-là. Il faut vraiment définir des méthodes homogènes à l'échelle de l'entreprise, des principes selon lesquels le métier va appréhender son risque en lui donnant des directives de façon à ce que tout le monde soit aligné et que par conséquent, les mesures qui ressortent soient agrégeables et puissent être utilisables comme levier de décision stratégique. Ce serait ma conclusion. Eh bien, une très très belle conclusion. Merci beaucoup à vous, merci aux participants, un grand merci à Olivier, Hélène et Brigitte, et j'espère que on vous a intéressé, qu'on vous a motivé pour participer à l'effort collectif de lutte contre ces méchants qui font des vilainies et qui raflent plein d'argent et qui mettent des entreprises à plat. Parce que quand on a une attaque et qu'on est en arrêt d'activité pendant quelques semaines, voire mois, il y a des petites entreprises qui ne s'en remettent pas. C'est un risque qui est létal pour certaines entreprises. Je vous souhaite donc une très très bonne soirée et à la prochain webinaire. Il y en aura d'autres sur ces sujets, on n'a pas fini. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir et merci. Merci à vous.